Bonjour, bienvenue dans la série sur la masse. Alors on continue avec l'interaction forte. Celle-ci est dite forte parce qu'elle est très intense et donc elle a une constante de couplage pour le terme d'interaction, la H plus alpha P, le terme P d'interaction. La constante de couplage est particulièrement grande. C'est-à-dire qu'ici, alpha, c'est pas la constante de structure fine, ici, alpha est très grand. Il est notamment bien plus grand que 1, la valeur 1. Et donc, quand on fait le développement perturbatif, avec les termes en alpha, alpha carré, alpha cube, la valeur des termes grandit de plus en plus. Et comme il y a une infinité de termes, évidemment, ça pose problème. Donc la méthode perturbative ne marche pas, a priori. Et donc, on peut employer d'autres techniques. Par exemple, il y a la technique des calculs sur réseau. C'est-à-dire qu'on discrétise l'espace et le temps, comme si on plaçait une grande grille, on calcule les valeurs en chaque point. C'est compliqué parce que c'est de la physique quantique. On doit calculer les états superposés, donc toutes les valeurs possibles. Ça fait beaucoup de données. C'est très complexe et ça nécessite des calculs extrêmement lourds, très lourds. Il faut donc faire appel à des supercalculateurs qui manipulent des milliards de données. Mais ça marche. Par contre, l'interaction forte a une particularité tout à fait inhabituelle par rapport aux autres interactions que nous avons vues. L'interaction faible qui chute très vite avec la distance, courte portée, et les autres, gravité électromagnétisme, qui diminuent avec le carré de la distance. Ici, l'interaction forte, elle voit son intensité augmenter avec la distance. Donc la liaison est d'autant plus forte que les particules s'éloignent. Ce qui est tout à fait surprenant. Ça a même été modélisé à un moment donné par, je crois que c'était Veneziano, par une corde simplement reliant les particules. Modèle qui s'est avéré très imparfait, mais qui, bon, c'était une idée. Et inversement, quand les particules s'approchent, l'intensité de l'interaction devient très faible. Très faible. Or, qui dit proche veut dire grande énergie. Donc, d'abord, quand elles sont proches, l'interaction est très faible, et là, les particules, c'est pratiquement comme si elles étaient libres, comme si elles se déplaçaient sans interagir. Un tel comportement est dit comportement asymptotiquement libre. Il se manifeste dans les théories des champs lorsque, pour certaines symétries auxquelles obéissent les champs, ici on a la couleur là, qui donne la charge, qui est un triplet, c'est une symétrie dite SU3 et qui, typiquement, a ce comportement asymptotiquement libre. Donc il s'explique. Et lorsque les particules sont très près, c'est qu'on les a envoyées très fortement l'une sur l'autre, ça correspond à des énergies très grandes. Par exemple, des collisions extrêmement violentes. Donc, dans ce cas-là, l'interaction est très faible, la constante de couplage devient très faible, et on peut appliquer la méthode des perturbations. Et ainsi, on a étudié l'interaction forte dans les grands collisionneurs de particules, en envoyant des protons l'un sur l'autre, par exemple, et dans les chocs violents qui se produisent, on a pu étudier toute une série de propriétés liées à l'interaction forte et qui sont conformes à la théorie, parce qu'on savait appliquer la théorie des perturbations, qui est quand même beaucoup plus facile que des calculs hyper compliqués sur ordinateur. Notons que dans toutes les particules avec interaction forte, comme le proton ou le neutron, toutes les particules qu'on observe, ce sont des particules non colorées, donc neutres. Les quarks à l'intérieur, qui portent une couleur, eux ne sont jamais isolés. Ce phénomène s'appelle le confinement. Les particules colorées sont confinées à l'intérieur de particules composites, comme le proton ou le neutron. Alors, dans les observations, si on veut observer les quarks, puisqu'ils ne sont jamais isolés, un quark n'est jamais tout seul, il faut utiliser donc des collisions extrêmement violentes pendant un instant extrêmement court. Le quark se comporte comme s'il était libre, ce qui permet d'étudier les propriétés des quarks dans ces collisions. Et donc, le quark a pu être mis en évidence
dans ce type d'expérience. Et donc ça fonctionne. Les états confinés, comme le proton et le neutron, malheureusement, eux, ils ont une énergie assez faible. Par rapport à ces collisions violentes, un état lié comme le proton ou le neutron a une énergie faible, et donc les calculs sont très difficiles. Mais on les a fait sur des supercalculateurs. On a pu calculer les propriétés du proton avec des résultats plutôt bons du point de vue résultat des calculs, de leur précision. Malgré la complexité de cet état confiné, on peut quand même faire une analyse au moins intuitive. Imaginons deux quarks qui seraient donc confinés dans une particule à deux quarks, et on veut les séparer. Donc on les écarte en leur appliquant une force. Cette force est assez faible au début, puisque les quarks sont très proches. Comment appliquer une telle force? C'est des particules, donc on ne sait pas prendre une particule et tirer dessus, il faut envoyer d'autres particules dessus, par exemple avec des collisions. Avec des collisions violentes, on peut faire éclater un proton ou un neutron pour écarter les quarks. Si on veut encore les écarter plus, pour vraiment isoler un quark, il va falloir alors appliquer une force énorme, parce que la force, ces particules sont colorées, il y a une interaction forte entre elles, et donc cette interaction augmente avec la distance. Elle devient de plus en plus forte. Et donc il faut une force extrêmement élevée, des collisions extrêmement violentes. Et ça veut donc dire des énergies en jeu énormes. Rappelez-vous, E égale mc2, création de particules, avec des chocs et des énergies aussi grandes, il y a automatiquement création de particules. Il va donc y avoir création d'un tas de particules, et on va se retrouver au final avec des particules composées de quarks et qui sont globalement neutres. La charge doit être neutre pour finir par annuler l'interaction forte entre les deux. Et donc, on observe toujours des assemblages non colorés, parce que cette interaction augmente avec la distance, ce qui provoque le confinement. On peut étudier malgré tout des états avec des quarks qui sont à peu près libres. J'ai parlé des collisions, mais on peut faire aussi des collisions entre des ions lourds, donc des gros noyaux, composés d'un très grand nombre de neutrons-protons, donc de quarks. On les fait sortir avec une énergie énorme, et pendant une fraction de seconde, on a la formation d'un plasma de particules, qu'on appelle plasma de quarks et gluons. On l'appelle aussi boule de glu, voilà. Et dans cette masse, ce plasma, les quarks très proches les uns des autres, avec des énergies énormes, sont quasiment libres. En réalité, ça ne se comporte pas comme des particules tout à fait libres. Et ce plasma a plutôt les propriétés, ça a été une surprise, parce que les calculs sont très difficiles et n'avaient pas été menés suffisamment loin. Mais un tel milieu se comporte plutôt comme un superfluide, c'est-à-dire comme un fluide sans viscosité. Et ainsi on peut étudier ce gaz ou ce superfluide de quarks pratiquement libre. Venons-en maintenant aux interactions entre les neutrons et les protons. J'ai dit qu'un noyau était très compact parce que l'interaction forte était très puissante et donc liait les neutrons et les protons. Mais comment ça marche pour les neutrons et les protons? Supposons qu'on ait un neutron et un proton relativement proches, si je les écarte un peu sur le dessin, comment vont-ils se lier par l'interaction forte? Est-ce qu'ils vont échanger un gluon? Bien non. Ce n'est pas possible, pour deux raisons. D'abord parce que le neutron et le proton sont non colorés. Globalement, les quarks qui sont confinés à l'intérieur ont un ensemble de couleurs tel que le résultat total est nul. Et donc, pas d'interaction forte entre le neutron et les protons, sauf peut-être quand ils sont vraiment collés l'un contre l'autre. Mais il y a un autre problème,
c'est que pour échanger un gluon entre les deux, il faut que pendant même un court instant, le gluon soit tout seul. Il faut qu'il fasse le saut entre les deux, même si c'est un gluon virtuel. Il faut que ça soit un gluon isolé. Et le gluon aussi, il a une charge de couleur. Lui aussi, il est coloré. Et donc, il ne peut pas être isolé. Il doit toujours être confiné à l'intérieur des neutrons et des protons. Donc, impossible d'échanger un gluon. Mais il y a une autre possibilité. Des particules virtuelles, comme dans les diagrammes de Feynman que nous avons vus, ça peut être toutes sortes de particules, y compris d'autres particules que des photons, des électrons, des gluons. Ça peut être des particules plus lourdes. Et ainsi, le neutron et le proton peuvent échanger des particules comme le méson pi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un méson? C'est une particule composée de 2 quarks. Contrairement aux hadrons ou les nucléons en particulier, le neutron et le proton, qui ont 3 quarks. Les mésons ont 2 quarks. Plus exactement, un quark et un antiquark. Leurs couleurs sont complémentaires et la charge totale, la couleur totale est nulle. Donc un méson peut être isolé, comme un neutron ou un proton. Et le méson pi est le plus léger de tous. Et donc, lui, il peut être échangé comme particule virtuelle et ainsi transmettre par l'intermédiaire des quarks, des gluons qui le composent, il peut transmettre cette interaction forte entre le neutron et le proton. Il y a aussi quelques autres particules qui sont échangées un peu plus lourdes, comme le méson ρ, etc. Cette interaction, d'ailleurs, avait été pressentie déjà bien avant qu'on imagine la théorie de l'interaction forte, des quarks, des gluons. Yukawa, qui étudiait l'interaction nucléaire, connaissait les propriétés de cette interaction nucléaire et avait remarqué qu'on pouvait le modéliser assez bien par l'échange d'une particule virtuelle qu'on a vite appelée méson ou particule de Yukawa. Quand on a découvert le pi, on a vite compris que le pi n'était rien d'autre que le méson de Yukawa. Et le pi, il n'est pas sans masse, le gluon est sans masse. Mais le pi, lui, le méson pi, il est massif, il est lourd. Et donc, la portée de l'interaction entre le neutron et le proton va être assez courte. Grosso modo, de la taille d'un ou deux nucléons. Prenez un proton, le double de la distance, et il n'y a pratiquement plus d'effet. Donc il est de courte portée, typiquement au sein du noyau. Et voilà pourquoi l'interaction forte, malgré que le gluon est sans masse, pourquoi l'interaction forte n'agit pas à grande distance. Parce que, à cause de son comportement asymptotiquement libre, les particules colorées sont confinées. Les particules sont composées sont globalement neutres, non colorées. Donc, plus d'interaction forte, et l'interaction qui en dérive, l'interaction dite nucléaire, par l'échange de mésons pi et autres, est une interaction à courte portée. Vous voyez donc cette extraordinaire variété qu'il y a entre les 4 interactions fondamentales, qui sont extraordinairement différentes. Donc on se demande comment on peut modéliser tout ça. Comment on a parlé de l'électromagnétisme. On sait que la gravitation n'entre pas dans notre cadre quantique. On a parlé de l'électromagnétisme. Comment fait-on pour l'interaction faible, l'interaction forte? Donc ça, nous allons le voir de plus près avec les théories de jauge, mais on va d'abord faire une pause, parce qu'on a parlé d'un peu toutes sortes de particules, là, des quarks, des gluons, des électrons, des neutrinos. Ça commence à faire beaucoup, donc ce ne serait pas plus mal de faire un peu un panorama des particules élémentaires. Donc pas les neutrons, protons qui sont composites, mais des particules considérées actuellement comme vraiment élémentaires. Et donc faire une espèce de tableau qu'on peut passer en revue. Et ça, c'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.